Ce matin, on vous a montré des super choses. Les scènes vasculaires du professeur Jeune Maître, les incroyables malades du professeur Malfait. Moi, je vais vous parler de pipi. Alors, c'est vachement moins glorieux, mais il y a peut-être des choses utiles pour vous, enfin, j'espère. Voilà, donc Valérie, vous m'en voudrez pas d'avoir changé un peu le titre. Finalement, je vais parler des atteintes de l'appareil urinaire au cours du CED, avec très peu de choses, parce que malheureusement, dans la littérature, il n'y a rien. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Alors bon, ça, je vais passer très vite parce que bon, le CED, vous avez compris, c'est une maladie des collagènes. Donc le collagène, c'est ce qui sert, c'est les briques qui assurent la structure des tissus. Bon, il y a beaucoup de collagènes différents, donc ce qui explique probablement qu'il y a des CED très différents. Donc à partir du moment où le collagène n'est pas normal, et ben donc on aura un tissu de soutien des organes qui va être pathologique, et donc on va avoir des organes qui vont pas bien marcher. Alors là, je vous ai mis un morceau de rein qui est regardé au microscope. Et tout ce qui est en vert, je ne sais pas si vous voyez là, tout ce qui est en vert, c'est du collagène. Donc, normalement, il devrait y avoir beaucoup de choses au niveau rénal, puisque le collagène n'est pas normal. Or, on va voir que finalement, l'appareil urinaire, ce n'est pas celui qui, en apparence, est le plus affecté au cours des CED. Une diapo un peu basique, mais peut-être pas inutile quand même, pour vous rappeler qu'un appareil urinaire, c'est ça. Bon, donc il y a deux reins, des uretères qui vont depuis les reins jusqu'à la vessie, et puis après, entre la vessie et le milieu extérieur, donc l'urètre. Alors, c'est pas tout à fait la même chose chez l'homme que chez la femme, ce qui explique beaucoup de différences, à la fois en population générale, mais aussi pour les CED, en ce qui concerne les symptômes ou les problèmes urinaires qu'il peut y avoir. Donc, vous voyez que chez l'homme, donc la vessie est là. L'urètre, il est très long. D'abord parce qu'il a un trajet dans le petit bassin, il faut qu'il traverse à travers la prostate. Après, il y a encore un petit bout de trajet dans le pelvis avant qu'il y ait tout le trajet dans la verge. Tout ça explique que les problèmes de l'homme, ce n'est pas tellement les fuites, mais c'est plutôt au contraire les bouchons, donc la rétention. S'il suffit que la prostate soit un peu grosse, qu'il y ait eu des problèmes, des traumatismes au niveau du petit bassin, etc., c'est compliqué pour faire pipi. Par contre, chez la femme, c'est l'inverse. Vous avez la vessie de la femme qui est là, avec un tout petit urètre très court. Petit urètre qui en plus s'abouche dans le vagin, qui est un milieu dans lequel il y a des germes, c'est physiologique, c'est normal. Et donc, ça vous explique la fantastique propension des femmes à faire des infections urinaires, à avoir aussi de l'incontinence urinaire, puisque donc la vessie, enfin l'urètre étant très court, il suffit que la vessie soit un peu quelque chose qui appuie un peu sur la vessie pour que ça favorise donc l'incontinence. Et puis il y a les problèmes génitaux qui viennent s'associer, les prolapsus qui peuvent encore aggraver les choses. Donc vous voyez qu'il y a l'anatomie entre hommes et femmes va expliquer qu'il peut y avoir des différences dans ce qui se passe en population générale et dans les CED en termes de complications urinaires. Une autre chose qu'il faut que vous ayez en tête, et ça j'en parlerai à la fin, c'est très important, c'est quelle va être l'influence de certains médicaments sur le fonctionnement de la vessie. Alors ça on le voit souvent, peut-être plus que ce dont je vais vous parler auparavant. Donc ici vous retrouvez votre vessie avec le muscle autour de la vessie qui s'appelle le détrusor, puis là donc on a le sphincter, et puis après donc l'urètre. Et vous voyez qu'il y a deux types en fait de nerfs. Donc vous avez ici le cerveau, la moelle épinière. Ici vous avez donc le nerf qu'on contrôle, c'est ce qu'on appelle le système nerveux somatique. C'est celui qui va faire qu'on va pouvoir tenir notre sphincter ou l'ouvrir, qu'on a envie de vidanger notre vessie. Mais après, il y a un autre système neurologique que l'on ne contrôle pas. Celui-là, c'est ce qu'on appelle le système sympathique. Et le système sympathique, il a une très grande influence sur le fonctionnement de la vessie. Le système sympathique, pour vous donner un ordre d'idée, c'est par exemple ce qui nous permet de digérer. Donc tout le tube digestif est innervé par ce système sympathique et c'est lui qui fait que le bol alimentaire avance, etc. et que ça nous permet donc de digérer. Et donc le système sympathique, il existe aussi au niveau de la vessie et on verra qu'il y a deux types de nerfs qui vont avoir des influences variables sur le fonctionnement de la vessie. Alors première chose, on va prendre l'appareil urinaire de haut en bas. Donc on commence par les reins. Donc dans les reins, vous avez vu, il y a beaucoup de collagène. Je vous ai remis la diapo, le bout de rein qu'on voit au microscope à gauche. Et en néphrologie, nous, on connaît beaucoup de maladies qui sont en rapport avec des collagènes anormaux. Donc, on a beaucoup de maladies. Par contre, dans le CED, à ma connaissance, il n'y a pas de néphropathie spécifique du syndrome Ehlers-Danlos. Donc, il n'y a pas d'atteinte du parenchyme rénal. En tout cas, je n'en ai pas trouvé dans la littérature. Et quand on regarde dans les cohortes de patients dialysés ou transplantés rénaux, j'ai pas vu de CED, quoi. Alors c'est un CED, mais qui avait une autre maladie, une vraie maladie rénale.
Alors il y a des gens qui, donc, autrement dit, dans le SAID, malgré les collagènes pathologiques, il n'y a pas de conséquences anatomiques ou fonctionnelles. Alors certains auteurs ont voulu faire une relation quand même entre les SAID et les kystes rénaux. Je vous montre ici, vous voyez, c'est une coupe de scanner. Voilà. Donc, ici, vous avez un scanner. Et vous voyez ici donc les reins, et vous voyez un kyste, c'est ça. Bon, c'est pas quelque chose de méchant, donc c'est une poche pleine d'eau. Enfin, c'est un liquide entre une sorte d'urine, si vous voulez. Il y a un autre, vous voyez, sur l'autre rein, et on voit aussi d'autres kystes. Alors les kystes, bon, on a voulu en faire une relation avec le SAID, mais en fait les kystes, on voit ça chez des gens qui se plaignent de rien. Peut-être si on fait une échographie à une centaine de personnes qui passent dans la rue, il y en a bien 10 ou 15 qui vont avoir des kystes sur les reins. On voit ça aussi au cours de toutes les maladies rénales. Donc il y a beaucoup de néphropathies qui vont s'accompagner de développement de kystes, ce qui fait que la relation entre kyste rénal et SAID me paraît plus que douteuse. Et moi je pense qu'en fait il n'y a rien de particulier, c'est une coïncidence. Donc en ce qui concerne les SAID, il n'y a pas d'atteinte rénale spécifique. Et ça c'est quand même quelque chose de très bien, parce que les maladies rénales, vous savez que c'est un petit peu embêtant. Finir en dialyse avec une greffe de rein, c'est quand même un sacré changement dans sa vie. Alors on continue. Maintenant, on descend depuis les reins vers la vessie, donc on a les urtères. Alors, les urtères, évidemment, il y a des collagènes dans la paroi des urtères, mais là encore, très peu de lésions décrites. Quand on regarde, il y a deux types de lésions qu'on peut voir, quand même. Alors, c'est vraiment des petits cas décrits comme ça. Ce qu'on appelle une dilatation. Vous avez ici, vous voyez, un urtère normal qui est normalement quelque chose de très fin, et puis là, un urtère dilaté. Alors, il est décrit des dilatations urétérales au cours des SAID. Vous en avez là. Alors ça, c'était très très dilaté. Normalement, on ne devrait voir qu'un petit filet. Et puis, il est aussi décrit ce qu'on appelle des diverticules. Et ça, je vais vous montrer ça avec la vessie. Donc là encore, hein, rien de très grave. Ça n'a pas de conséquences particulières. Alors, on va y venir. Après, la vessie. Alors là, la vessie, c'est là où se situe le problème. Donc, il y a, comme dans tous les organes, dans la vessie, dans la paroi de la vessie, il y a des collagènes. Et donc, ces collagènes anormaux du SAID vont avoir des conséquences à la fois anatomiques, ça va modifier la vessie elle-même, et ça va aussi modifier son fonctionnement. D'abord, les modifications anatomiques, ça va être, comme pour les urtères, la dilatation, donc la vessie va pouvoir se dilater, et puis il va y avoir ce qu'on appelle des diverticules. Alors les diverticules, je vous montre ce que c'est. Ici, vous avez une représentation de ce que c'est qu'un diverticule. Chez un homme, vous voyez, on voit la vessie, on voit la prostate, après donc l'urètre avec la verge, et vous voyez la vessie, un diverticule, c'est ça, c'est une sorte de hernie de la paroi qui peut être plus ou moins volumineuse. Ici, vous avez une représentation en échographie. La grosse mare noire, là, c'est la vessie, avec l'urine dedans, et vous voyez très bien un magnifique diverticule. Tout à l'heure, je vous disais, hein, on peut voir la même chose au niveau de l'urtère, mais c'est très rare. Mais au niveau de la vessie, voilà ce qu'on peut voir. Alors, c'est pas hyper fréquent, mais c'est décrit, en particulier, je vous l'ai mis là, pardon, surtout chez le petit garçon. Pourquoi? Parce que, comme il faut plus de pression pour un homme pour vidanger sa vessie, compte tenu de tout le trajet qu'il a fait que la vessie doit faire, que l'urine doit faire pour sortir, il faut plus de pression. Et donc, s'il y a plus de pression sur une paroi vésicale qui n'est pas normale, et la paroi finit par craquer et donner donc ces diverticules. Donc, ça se voit chez le garçon, beaucoup plus, c'est jamais décrit chez la fille. Et parfois, quand ils sont très volumineux comme ça, ces diverticules, il faut les opérer, mais c'est comme pour l'orthopédie, hein, opérer ces tissus pathologiques, c'est pas simple du tout, ça risque de récidiver, et donc personne n'a trop envie d'y aller, quoi, hein. Encore une image là, de diverticules, la vessie normale est là, et vous voyez un peu deux énormes diverticules. Alors oui, c'est ce qu'on appelle des case reports, ces gens qui décrivent des cas qu'ils ont eu, donc il n'y en a pas. Attention, ne vous précipitez pas chez votre radiologue ce soir pour être sûr que vous n'avez pas des diverticules vésicaux. C'est pas si fréquent que ça, mais enfin voilà, en tout cas, c'est des choses qui sont décrites. Donc ça, ce sont les conséquences donc anatomiques. Et maintenant, on va voir donc les conséquences fonctionnelles. Donc la vessie, elle est anatomiquement anormale, elle est souvent, on a dit, donc dilatée, elle peut avoir des diverticules. Et par contre, là où ça pêche plus, c'est sur la fonction de la vessie. Donc la fonction de la vessie, elle peut être altérée, à la fois parce que la vessie elle-même n'est pas normale, l'anatomie n'est pas normale, et puis parce que souvent, la vessie n'est pas bien innervée, c'est-à-dire qu'elle ne ressent pas, elle n'a pas la sensibilité qu'elle devrait avoir au remplissage, comme on l'a chez des gens qui sont des gens normaux qui n'ont pas de SAID. Et la grande
vessie, enfin, entre guillemets, qu'ont les patients SED, c'est ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé la vessie paresseuse. Alors pour nos collègues anglo-saxons, c'est the lazy bladder, c'est-à-dire que c'est la vessie, hypotonique, on ne se contracte pas beaucoup, on peut se laisser dilater, etc., sans qu'il y ait besoin, sans qu'il y ait l'envie d'uriner. Alors la grande conséquence d'avoir une vessie paresseuse, c'est que l'urine va stagner dans la vessie, et si l'urine stagne dans la vessie, l'urine s'infecte. Normalement, la vessie, c'est que toutes les cavités naturelles doivent se drainer rapidement. On ne va pas les laisser trop se remplir, si je puis dire. Donc, en tout cas, il ne faut pas que les urines restent trop longtemps dans la vessie. Et donc, après, ça crée donc de l'infection urinaire. Et alors, comme en plus, chez des patients SED, il y a souvent des problèmes de prolapsus génitaux, etc., tout ça vient encore aggraver les choses. Donc, théoriquement, il y a un risque d'infection urinaire qui est très importante avec ces vessies paresseuses. Parfois, et ça c'est toujours un peu comme ça dans les SED, soit la vessie, elle est paresseuse, elle ne fait rien, soit au contraire, elle va être hyperactive. C'est-à-dire qu'au contraire, elle va avoir tendance à être un peu hypertonique, à se contracter trop fort et même à donner l'impression d'avoir besoin de vidanger sa vessie, alors que le volume urinaire finalement est très faible dedans. Il y a toujours ce paradoxe entre soit ça marche, soit je suis hypotonique, je ne bouge pas, soit au contraire je suis comme ça et puis il faut que je vide rapidement ma vessie. La vessie hyperactive, c'est quand même plus rare que la vessie hypotonique. Classiquement, c'est la vessie qui est lazy. Alors, qu'est-ce que ça donne comme symptôme, cette vessie paresseuse? Les symptômes sont en rapport donc, avec l'hypotonie vésicale et le défect d'innervation. Alors, ce n'est pas des symptômes très graves, mais c'est quand même gênant. Il peut y avoir une absence totale d'envie d'uriner. Il peut y avoir ce qu'on appelle de la dysurie, c'est-à-dire qu'on a envie d'uriner, mais comme la vessie ne se contracte pas bien, on a des difficultés à uriner. Il peut y avoir ce qu'on appelle aussi des mictions en deux temps. Alors, la miction en deux temps, c'est la vessie qui se vide, et puis après, le diverticule qui était derrière, qui se vide dans la vessie, donc on a à nouveau envie d'uriner, donc c'est fait qu'on pisse en deux fois. Et puis, alors, dans les formes sévères, où là, on a une vessie qui est hyper paresseuse, qui ne bouge pas du tout, par moment, elle va avoir le détrusor, le muscle autour, il va finir quand même par se contracter et à dire « Oh là, j'en ai marre d'être complètement distendu ». Et à ce moment-là, on a une urgenturie, c'est-à-dire qu'au contraire, on a une envie brutale d'aller uriner très vite, voire même de l'incontinence urinaire. On n'a pas le temps, on n'arrive même pas à se retenir, et puis on se pisse dessus. Alors, on a dit, donc ça c'est les symptômes, et les conséquences de la vessie paresseuse, on a dit les infections urinaires, et puis les calculs. Parce que lorsque les urines sont infectées, ça va modifier la chimie des urines, et il y a des sels de calcium qui ont tendance à se précipiter, en particulier le phosphate de calcium ou le phosphate ammoniaco-magnésien, sont des calculs qui sont liés aux infections urinaires. Comment ça se traite, cette vessie paresseuse? On n'a pas vraiment de bons médicaments. Alors, il y a des programmes de rééducation vésicale. Alors, je ne me suis pas penché dessus, mais je ne sais pas ce que ça donne véritablement. C'est pas top, on me dit. Je ne sais pas, mais je crois que c'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation, parce que si ça marchait bien, je pense que ça serait connu, mais donc je ne l'ai pas bien vu. Et puis, dans les formes sévères, les malades vont être contraints à ce qu'on appelle à faire des autosondages. Alors ça marche très bien, c'est pas du tout compliqué en fait, c'est très facilement accepté, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. On apprend, et puis après on se sonde une fois, deux fois, trois fois par jour en fonction de ces problèmes vésicaux. Pour la vessie hyperactive, alors les symptômes sont en rapport avec l'hypertonie vésicale. Alors là, c'est l'inverse de la vessie paresseuse. Donc là, au contraire, on a envie d'aller uriner très souvent. Donc c'est ce qu'on appelle la pollakiurie, donc l'augmentation du nombre de mictions, aussi bien de jour que de nuit, ce qu'on appelle la nicturie. Il y a aussi l'urgenturie, c'est-à-dire les envies brutales, et l'incontinence urinaire, le fait que des fois, on n'arrive pas à se retenir, et bien on se pisse dessus. Alors là aussi, dans les traitements, il y a aussi une kinésithérapie, donc une rééducation proprioceptive périnéo-sphinctérienne. Donc c'est un très joli mot. Je ne sais pas si ça marche très bien, mais en tout cas, on peut proposer ce type de rééducation. Et par contre, on a des substances qui modèrent la contraction de la vessie, donc ce qu'on appelle des anticholinergiques, comme l'oxybutinine, qui peuvent rendre service. Le problème de ces médicaments, c'est que ça a beaucoup d'effets secondaires, et donc il faut bien apprécier la balance bénéfice-risque. Donc voilà un peu tout ce qui se passe au niveau de la vessie. Donc maintenant, on va un peu parler des infections urinaires, parce qu'au départ, c'était le thème. Enfin, les infections urinaires, finalement, il n'y a aucune caractéristique particulière dans les SED par rapport à la population générale. Chez la femme, soit c'est des cystites, beaucoup d'entre vous connaissent ça. La cystite, c'est une infection urinaire avec quelqu'un qui n'a pas de fièvre, enfin en gros moins de 38, ou alors
s'il y a plus de 38, on parle d'une pyélonéphrite, c'est-à-dire qu'en général, l'infection a envahi le haut appareil urinaire, donc les reins. Chez les hommes, on a soit la cystite, soit la prostatite, hein, donc l'infection qui reste localisée donc, au niveau vésical, soit aussi, comme chez la femme, la pyélonéphrite. Le diagnostic différentiel, c'est les urétrites. Attention, hein, comme avec tous ces problèmes urinaires, il faut bien interroger le patient pour savoir si on a des symptômes d'infection urinaire ou des symptômes d'urétrite. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes microbes qui sont en cause. Hein. Dans les urétrites, c'est des microbes particuliers. Alors dans les infections urinaires, c'est des germes du type digestif. On va y revenir. Une chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle les bactériuries asymptomatiques. Donc, c'est des personnes qui arrivent avec une analyse d'urine dans laquelle on va retrouver un germe alors qu'il n'y a aucun symptôme. Alors souvent, on a tendance à traiter ces patients par antibiotiques, ce qu'il ne faut jamais faire parce que d'abord c'est inutile et en plus les germes peuvent devenir résistants après et donc il vaut mieux éviter ce genre de choses. Alors le risque de ne pas traiter une bactériurie asymptomatique, c'est qu'un jour il y a des symptômes qui apparaissent, donc une cystite ou une pyélonéphrite, mais en fait ce risque il est très faible. Donc la bactériurie asymptomatique, il ne faut pas la traiter normalement. Alors, pour répondre à la question de Xavier, personne ne sait s'il y a plus d'infections urinaires chez les femmes SAID ou chez les hommes SAID par rapport à la population générale. C'est tellement fréquent en population générale, je vous mets les chiffres, hein, chez la femme, une femme sur 3 avant 24 ans a déjà fait une ou plusieurs cystites et une sur 2 avant 50 ans. Chez l'homme, par contre, c'est beaucoup plus rare, vous avez compris pourquoi. Hein, l'anatomie masculine fait qu'on est protégé contre les infections urinaires. Alors, en population générale, lorsque une femme fait des infections urinaires, normalement, il ne faut jamais faire de radio, ça ne sert à rien. En général, l'appareil urinaire est normal. Si on faisait des radios, ça veut dire qu'il faudrait faire des échos à la moitié de la population féminine qui a moins de 50 ans. Donc la ministre de la Santé ne serait pas contente. Elle a pratiquement comblé le trou de la Sécu. Donc là, on pourrait à nouveau le recreuser. On pourrait le recreuser très vite. Par contre, chez un patient ou une patiente qui a un SAID, je pense qu'il est peut-être justifié de faire des radios, mais j'en sais rien du tout, peut-être. Hein, il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'études qui permettent de justifier de faire des radios, mais peut-être. Bon, les germes, pour les infections urinaires, vous avez compris, ça vient toujours du tube digestif. Donc, en général, c'est des germes qui sont sensibles aux antibiotiques, il n'y a pas de problème. Alors, dans les facteurs de risque de ces infections urinaires, il y avait la vessie paresseuse des SAID, mais après, surtout, et comme en population générale, c'est les rapports sexuels qui sont un grand facteur de risque des infections urinaires, avec la fameuse cystite de la nuit de noces, honeymoon cystitis de nos collègues anglo-saxons. Comment ça se traite, ces infections? Alors, il n'y a pas de raison, a priori, de les traiter très différemment de ce qu'on fait en population générale. La cystite, en général, soit c'est un traitement en minutes, soit un traitement de 3 jours. La pyélonéphrite, c'est plutôt 7 à 10 jours, parce que c'est une infection plus sévère qui a gagné le parenchyme rénal, etc. Les prostatites, chez les hommes, ça faut les traiter assez longtemps, parce qu'on sait que pour bien nettoyer la prostate, il faut qu'une antibiothérapie soit prolongée. Et puis, classiquement, si on a une cystite, on évite de donner des anti-inflammatoires non stéroïdiens, parce que finalement, ça gêne le nettoyage de l'infection par les globules blancs. Pour les patientes qui font des infections urinaires fréquentes, voyons, plus de 6 cystites par an ou 3 pyélonéphrites par an, on peut faire une antibioprophylaxie comme on fait en population générale. C'est-à-dire qu'on va prendre des petites doses d'antibiotiques, par exemple 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Le but, c'est d'envoyer comme ça une petite giclée d'antibiotiques dans l'appareil urinaire pour éviter la colonisation et la multiplication des germes. On n'a pas de preuve absolue que c'est génial comme chose, mais enfin, en général, les femmes sont plutôt contentes de ça quand c'est bien fait. Alors, je vous disais, ça, c'est ce qu'on fait en population générale. Chez un patient qui a une vessie de SAID, une vessie paresseuse, qui ne se vide pas bien, etc., peut-être qu'il faut un peu prolonger l'antibiothérapie par rapport à la population générale. Je n'ai pas de preuves, mais intuitivement, si on considère que l'appareil urinaire n'est pas normal, normalement, on a tendance à faire des antibiothérapies un peu plus prolongées. Et alors là où on ferait un traitement de 3 jours pour une cystite, peut-être qu'il faut, par exemple, faire 3 ou 4 jours de plus pour une patiente qui a un SAID. Mais ce sont des propositions qui sont validées par rien du tout, parce que je dis, il n'y a rien dans la littérature. Alors, à côté de ça, les femmes connaissent bien ça. Après, il y a tous les petits moyens pour éviter les infections urinaires. Alors, un point qui est important, c'est ce qu'on dit à nos patientes en population générale, c'est l'éducation missionnelle, c'est-à-dire boire et penser à vider sa vessie régulièrement. Donc ça,
ça peut être vrai aussi chez les patients de SED. Le problème, c'est que s'il a une grosse vessie qui ne se vide pas, qui est très paresseuse, peut-être que je ne sais pas si on va gagner grand-chose. Mais enfin, voilà, on peut essayer en tout cas, hein, en cas d'infection récidivante, de proposer ce qu'on appelle l'éducation mictionnelle. Alors après, vous savez que les Anglais, pendant longtemps, ont proposé le jus de canneberge. Bon, en pratique, ça ne marche pas, donc on peut oublier. Non, ça a été maintenant, c'est abandonné pratiquement. Et puis après, il y a des petites mesures. On recherche des foyers infectieux, on lutte contre la constipation, on fait attention à des mesures d'hygiène simples, etc. Et puis chez la femme ménopausée, des fois, on peut appliquer localement des estrogènes, parce que ça a été démontré que ça diminuait la fréquence des infections urinaires. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut faire. Donc c'est la même chose qu'en population générale, avec peut-être des petites différences liées au caractère pathologique de la vessie des SED. Voilà, j'ai presque fini, vous voyez, c'est assez court, mais j'ai une dernière chose dont je voudrais parler, parce que ça, je l'ai vu très régulièrement chez des patientes SED, le problème des médicaments. Donc, je reviens à mon histoire d'innervation de la vessie. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a une innervation de la vessie comme de tous les organes, avec un système nerveux somatique, c'est-à-dire celui qu'on contrôle nous. Là, je bouge mon bras, c'est parce que je dis à mon cerveau qui donne l'ordre. Donc, on a un système nerveux somatique qui permet de contrôler donc, notre sphincter. Et puis, on a un système qu'on ne contrôle pas, le système sympathique. Donc, alors, il y a deux parties dans ce système dit autonome. Il y a le système sympathique et le système parasympathique. Alors, vous voyez, le système sympathique, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il envoie des ordres à la vessie en disant il faut diminuer les contractions et fermer le sphincter. Alors que le système parasympathique, lui, il dit l'inverse. C'est normal, il faut qu'il y ait une dualité évidemment entre les deux. Il dit à la vessie, voilà, il faut se contracter pour vidanger. Donc ça c'est très bien, quand ça marche bien, il n'y a pas de souci. Le problème c'est qu'on a beaucoup de médicaments sur le marché qui vont modifier l'activité soit du système sympathique, soit du système parasympathique, en fait surtout du système parasympathique. Alors, je reviens juste une seconde en arrière. Donc, on a dit, un système sympathique, c'est lui qui envoie l'ordre à la vessie de se contracter et de fermer le sphincter. Donc, si on prend une substance qui va être ce qu'on appelle un sympathomimétique, donc qui va stimuler le système sympathique, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir avoir effectivement une vessie avec qui va perdre sa force de contraction avec un sphincter qui va se fermer. Alors heureusement, il y a peu de médicaments sur le marché qui ont des propriétés comme ça sympathomimétiques, mais si vous êtes adepte de certaines substances comme la cocaïne ou les amphétamines, attendez-vous à ce que votre vessie marche très mal, elle ne pourra plus se contracter, vous aurez un sphincter fermé, et puis ça risque d'aggraver notoirement vos problèmes urinaires. Beaucoup plus fréquent, et alors là, vous voyez qu'il y a pratiquement un inventaire à l'après-vert, hein, les substances parasympatholytiques, c'est-à-dire celles qui vont bloquer l'action du système sympathique. Le système parasympathique, il dit qu'il faut augmenter la contraction de la vessie. Donc, si je bloque ce système-là, je diminue les contractions de la vessie. Et là, vous voyez que vous avez un paquet de médicaments dont certains sont largement prescrits aux patients SED. Je pense le premier, comme un antalgique, l'Acupan que vous connaissez. Après, plein d'antispasmodiques, Spasfon, des Brida, etc. Toutes sortes de choses qu'on donne pour les problèmes digestifs, etc. Des bronchodilatateurs avec l'asthme ou le pseudo-asthme dont se plaignent les patients SED. Les antihistaminiques, vous voyez, pour tout ce qui est allergie, tout. Là aussi, vous voyez, il y en a beaucoup. Les antivomitifs, Primperan, Motilium, Vogalène, tout ça, en fait, c'est des neuroleptiques. Et tous les neuroleptiques sont des parasympatholytiques. Et donc, c'est des substances qui peuvent bloquer votre vessie. Il y a aussi certains antidépresseurs. Et attention aux collyres qu'on peut mettre dans les yeux. Il y a des collyres qui sont des collyres atropiniques et qui ont... Alors, quelque chose qu'on met dans l'œil, ça passe très bien dans la circulation. Hein, ça, il n'y a aucun problème. Donc, ça pourra avoir le même effet que si vous l'aviez pris par la bouche et avoir bloqué votre système parasympathique. Et donc, vous vous retrouvez avec une vessie qui ne va plus marcher. Et enfin, alors ça ne passe pas par le sympathique, mais bon, tout ce qui est morphine et dérivé, ça peut faire la même chose. Bon, c'est plutôt à forte dose, donc en plus la morphine, normalement, ça ne marche pas dans vos douleurs, donc on ne vous en donne pas, mais bon, voilà. Mais en tout cas, pensez à ça. Si un médecin vous prescrit un médicament, il faut dire c'est quoi ça, docteur? Est-ce que vous êtes sûr que ça ne va pas gêner mon fonctionnement vésical? Parce que je l'ai vu plusieurs fois chez des patientes. Voilà donc mes conclusions. L'appareil urinaire, on va dire, est rarement, j'ai mis entre guillemets, touché chez les patients SED. Vous voyez que les lésions anatomiques, ce n'est pas très fréquent, il y a ces diverticules, mais enfin, c'est plutôt des raretés. Par contre, les troubles fonctionnels sont fréquents
en général mineure. Donc la vessie paresseuse qui peut, dans les formes sévères, peut-être donner un peu plus d'infections et des calculs que dans la population générale. Donc si vous avez des troubles urinaires, n'hésitez pas à consulter un urologue ou un néphrologue. Bon, je suis néphrologue, je suis tombé tardivement dans le CED. Je ne pensais pas vendre ma spécialité là, mais en l'occurrence, bon, on m'a demandé de le faire, donc je le fais. Et puis, pensez que si vous avez des problèmes urinaires, il y a des traitements qui sont efficaces. Donc, bon, pour ce qui est infection, calcul, troubles vésicaux, on a des médicaments à vous donner. Ça, c'est pour les traitements préventifs. Pour les traitements curatifs, ça c'est pour les traitements curatifs. Pour les traitements préventifs, on a parlé d'éducation missionnelle. Et dans tous les cas, surtout, signalez bien au médecin que vous avez des problèmes urinaires pour qu'on ne vous donne pas des médicaments qui peuvent aggraver les choses et auxquels vous ne comprendriez pas. Je ne comprends pas, j'arrive plus à vider ma vessie, j'ai beaucoup de mal. Regardez si on ne vous a pas donné quelque chose qui bloque le système parasympathique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Comme quoi les médicaments, c'est pas anodin et qu'on peut pas ressortir d'une consultation avec 50 ordonnances sans avoir vu chaque spécialiste. On a une atteinte multisystémique et il faut vraiment aller voir chaque spécialiste en fonction de chaque personne. On n'a pas un CED, comme on l'a dit tout à l'heure avec Lara. On est des zèbres, certes, mais on est zébrés tous différemment. Voilà. Je voudrais aussi, pendant que le docteur Benistan s'installe, remercier aussi Valérie de Sérécar, qui est le sponsor principal de ce congrès et qui est très investi auprès des malades pour essayer de comprendre un petit peu comment on fonctionne avec nos contentions. Parce que beaucoup d'entre nous, on a d'office énormément de prescriptions de vêtements de contention. Et si on est très franc entre nous, aujourd'hui, j'en vois pas beaucoup avec. Donc, je crois qu'on est tous conscients qu'on a du mal à les enfiler. Et quand on a fini de se saucissonner dedans, il faut retourner pisser, comme vous dites si bien, et que du coup il faut recommencer la manœuvre et qu'on est franchement épuisé et qu'entre-temps on s'est luxé 50 fois dedans. Donc on est en train, Valérie nous suit beaucoup dans nos manifestations pour essayer de comprendre comment elle pourrait nous adapter et ajuster les contentions afin qu'on puisse quand même les enfiler et les supporter sans se déboîter à chaque fois. Donc je la remercie vraiment pour le soutien en tout cas qu'elle apporte à tous les malades en général. Merci beaucoup Valérie. Voilà. Elle est timide, elle me dit non, mais si, c'est important. C'est important de nous aider dans notre quotidien.